Pour les 45 prochaines minutes, on va vous parler donc de compétences numériques, mais de compétences numériques un petit peu particulières. C'est quoi notre intention pour vous au cours des prochaines dizaines de minutes? C'est de faire en sorte que vous puissiez être en mesure de dresser le portrait, Antidote me corrigerait pour dire non, brosser le portrait du niveau de la compétence de vos étudiants avec certains outils numériques à l'aide d'un outil d'évaluation qu'on a développé au cours des dernières semaines, avec évidemment pour objectif final de faire en sorte que vous soyez en mesure éventuellement d'adapter votre enseignement. Pourquoi on a eu cette intention-là? Eh bien, on le sait, depuis un an, on demande à nos étudiants de savoir maîtriser pléthore d'outils, Teams, Zoom, Studium ou Moodle, j'en passe et des meilleurs, il y en a qui ne me viennent pas à l'esprit, mais il y en a beaucoup. Ça peut être les suites Google, ça peut être la suite OneDrive, Microsoft Office, etc. Bref, il y a un foisonnement d'outils technologiques qui sont demandés de maîtriser du côté de nos étudiants. Et puis parfois, on les prend un petit peu trop pour acquis. Et c'est la raison pour laquelle on a jugé qu'il était important que nous, en tant que conseillers pédagogiques, eh bien, on puisse vous proposer un outil qui vous, éventuellement, vous permettra de faire en sorte que vous puissiez avoir un portrait de votre groupe et éventuellement constater, par exemple, chez vos étudiants qui arrivent au baccalauréat, eh bien, qui n'auraient pas encore utilisé Teams, par exemple, que vous puissiez en avoir conscience et éventuellement prendre un petit pas de recul et montrer les différentes fonctionnalités en conséquence. Donc ça, c'est notre objectif principal et on va donc dans cette courte séance, avoir essentiellement deux grandes sections. On va faire quand même un petit pas de recul là aussi sur les sources disponibles, la compétence numérique. Vous m'excuserez pour l'approche peut-être un peu théorique sur le sujet, mais elle ne sort pas de nulle part. Donc, on va vous présenter au moins succinctement c'est quoi la compétence numérique et montrer aussi que c'est une approche qui est, ou plutôt c'est une compétence qui est demandée dans toute l'université, dans toutes les universités, pas exclusivement avec cet outil qu'on va vous présenter. Et donc, par la même occasion, on va essayer de vous sensibiliser peut-être davantage à faire en sorte qu'au fil de votre enseignement, première session ou non, eh bien, vous puissiez éventuellement davantage intégrer cette compétence numérique à vos objectifs d'apprentissage. Et puis, dans la deuxième partie de cette présentation, on va vous présenter de façon plus concrète notre outil d'évaluation. Je vais vous exposer le wiki en question et puis ensuite comment il fonctionne dans le détail, comment vous pouvez l'intégrer notamment à votre espace Moodle. Si vous avez la moindre question, la moindre inquiétude, le moindre commentaire, la moindre récrimination, ne la faites pas. Non, tout simplement, vous levez la main ou vous ouvrez le micro, tout simplement. Vous pouvez le dire à voix haute, ça me fera effectivement plaisir de m'interrompre pour dire, pour revenir un petit peu en arrière, réexpliquer quelque chose. Il n'y a aucun problème avec ça. OK? Je fais confiance à votre non-verbal. Merci Dindine d'avoir acquiescé, d'avoir opiné du bonnet. Et je vais présumer que c'est la même chose pour les autres participants. Donc, la compétence numérique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça suffit de savoir naviguer pour être compétent, naviguer sur Internet? La réponse est, je vais faire une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ou bien une réponse de politicien, ni oui ni non, bien au contraire. C'est ce qu'on va tester dans les prochaines secondes. Petit test, petit sondage que je mets à votre disposition. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui constituent des grandes dimensions de la compétence numérique telle qu'elle a été publiée, telle qu'elle a été promue par le ministère de l'Éducation québécois il y a maintenant un peu plus de 2 ans? Je vais ouvrir le sondage. Hop, j'ouvre le vote. Alors, on a plusieurs propositions qui vous sont faites. Quelles sont les compétences, quelles sont les dimensions qui font partie de la compétence numérique? Vous pouvez en choisir plusieurs. Est-ce qu'on a avoir une culture de l'information? Est-ce que allumer un ordinateur ou une tablette numérique, c'est une grande dimension? Est-ce que c'est communiquer? Est-ce que c'est résoudre des problèmes? Est-ce que c'est configurer le système de son ordinateur? Est-ce que c'est écrire un texte sur un traitement de texte? Est-ce que c'est collaborer? Donc voilà, parmi les 7 propositions de grande dimension qui vous sont faites à l'écran, quelles sont celles qui, selon vous, constituent des grandes dimensions de la compétence numérique?
pour le ministère de l'Éducation du Québec. Alors, il y a seulement 47% de votants, 66, 76, 85%, ça commence à être des élections en Corée du Nord, 90%. Bon, il y a 2 personnes qui ont dû s'endormir sur leur clavier. 95, ok. Je vais pas pointer du doigt la personne qui n'a pas encore répondu. Je mets fin au vote. Et alors, qu'est-ce qui nous est proposé comme étant des grandes dimensions de la compétence numérique? Dans l'ordre, je vais essayer de vous dire ça. On a la collaboration et avoir une culture de l'information. Eh bien oui, effectivement, ce sont 2 des grandes dimensions de la compétence numérique selon le ministère de l'Éducation. On a effectivement communiqué et résoudre des problèmes qui sont elles aussi de grandes dimensions. Et puis, les 3 derniers éléments que vous avez identifiés, écrire un texte, configurer son ordinateur, allumer un ordinateur, eh bien, elles sont très en retrait et vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, je réalise que je ne vous les ai pas nécessairement mis à l'écran, ces résultats, ce n'est pas très grave, ça ne va pas nous empêcher de dormir. Vous avez globalement raison dans les réponses que vous avez proposées. Effectivement, avec ce nouveau cadre de référence de la compétence numérique, c'est un nom à rallonge, allez savoir pourquoi, mais vous savez, dans les ministères, on ne sait pas trop pourquoi on donne des titres aussi longs, je pense. Avec ce cadre de référence de la compétence numérique, on a décidé non plus de regarder les habiletés un peu de base comme on les avait autrefois avec l'ordinateur, mais d'aller vers des choses qui sont de beaucoup plus haut niveau. Le cadre de référence de la compétence numérique, il ressemble à ça, et les petites habiletés comme écrire un texte, configurer son ordinateur, allumer un ordinateur, ce sont de simples habiletés technologiques qui sont mélangées au sein de compétences beaucoup plus importantes. Et là, j'ai un poltergeist chez moi, clairement, puisque mon diaporama revient tout seul en arrière. OK. Donc, il y a des dimensions très importantes par ailleurs, comme la pensée critique, la résolution de problèmes, la culture informationnelle, la collaboration, la communication. Je ne vais pas tous les lire, vous pourrez probablement le faire mieux que moi. Bref, les petits éléments d'habileté qu'on voyait beaucoup dans les années 80-90, je mets des t-shirts, mais j'étais né à cette époque-là, et je sais à quel point on a pu y perdre beaucoup de temps à l'époque, c'est un petit peu relégué par rapport à des dimensions qui sont de beaucoup plus haut niveau. J'en arrête avec ça, mais je pense que c'était quand même malgré tout important de dire que finalement, ce que l'on va évaluer avec cet outil, c'est juste une petite portion de la compétence numérique que l'on demande à nos étudiants. On peut avoir cette réaction-là avec nos enfants, nos neveux et nièces. Ah, il sait utiliser la tablette, il est bon avec les ordinateurs. Ben non, avoir une bonne compétence numérique en 2021, ça ne suffit plus pour être compétent. Alors, donc, je vous ai présenté rapidement ce cadre de référence de la compétence numérique, juste pour vous dire qu'il est maintenant applicable du préscolaire primaire jusqu'à l'université. Donc, normalement, vos étudiants devraient être mangés à cette sauce-là, d'autant plus que le Bureau de coopération interuniversitaire, je ne sais pas si l'acronyme vous dit quelque chose, mais globalement, c'est ce qui a remplacé la CREPUC après 2012, nous dit aussi que les élèves qui sortent du bac devraient être en mesure de faire un usage efficient et critique des ressources numériques, et que l'ex-FESP, devenu études supérieures et postdoctorales, nous dit notamment que la littératie numérique, la littératie informationnelle, la littératie médiatique, ça doit aussi faire partie des grandes compétences transversales. Donc, j'insiste bien là-dessus. Avec l'outil que vous allez avoir, vous pourrez voir si vos étudiants savent utiliser tels et tels outils à des fins d'enseignement, de formation à distance, d'apprentissage, mais il y aura aussi beaucoup de choses qu'il faudra développer par ailleurs. Et ça, il y aura plein d'autres ateliers, probablement du CPU, pour vous accompagner dans votre accompagnement des étudiants pour développer les autres facettes de cette compétence numérique. Et j'en arrête là avec cette longue introduction pour rentrer cette fois-ci un peu plus dans le vif du sujet. Nadine, vous avez réactivé votre caméra. Est-ce que c'est parce que vous aviez une inquiétude? Pas du tout. Donc, je continue. Ah, c'est parce que vous étiez au téléphone. Donc, vous n'étiez pas attentive à ce que je disais. Je vais donc recommencer. Une blague. Notre outil d'évaluation, alors, c'est un texte que l'on a imaginé pour qu'il puisse être intégré directement à l'espace Studium de votre cours. En quoi ça consiste, donc, cet outil-là? On a eu essentiellement donc 2 objectifs.
je vous le disais au tout début, faire en sorte que vous puissiez brosser un portrait de votre groupe. Il y a beaucoup trop de syllabes aujourd'hui. Richard Martineau ne doit pas être habitué de dire autant de syllabes. Donc, brosser un portrait de votre groupe quant aux outils numériques que vous mobilisez durant votre cours, ça, c'est cet objectif principal. Mais quitte à faire un outil qui puisse vous être utile, eh ben, on a aussi essayé de faire en sorte qu'il puisse aussi être utile pour vos étudiants, de telle sorte qu'ils puissent bénéficier d'une rétroaction. Bref, lorsque vos étudiants vont remplir cet outil, c'est notre deuxième objectif, on va leur proposer des ressources afin qu'ils puissent parfaire leurs connaissances. En d'autres termes, si au cours de ce petit test d'évaluation diagnostique, l'étudiant, par exemple Mario, que j'ai déjà vu dans plusieurs activités, nous dit « je ne sais pas, en tout cas j'ai le sentiment de ne pas savoir utiliser Teams pour discuter avec mes collègues », eh bien il y a une ressource qui va lui être proposée automatiquement pour se former. Donc petit 1, vous en tant qu'enseignant, Mario avec sa casquette d'enseignant, il va pouvoir avoir un portrait global de ses étudiants, et Mario avec sa casquette d'étudiant, il va aussi être en mesure de éventuellement se former sur les angles morts de ses habiletés numériques. Donc ça, c'était nos deux principaux objectifs. Et comme on aime bien faire semblant d'être inspiré par la recherche, on a essayé de voir ce qui se disait. Il y a notamment ce travail de Pryor qui date de 2016 que je trouve assez, en tout cas statistiquement assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de recomposition de ce que c'était la compétence numérique en contexte d'apprentissage. Et donc, on s'est notamment inspiré des différentes composantes qui ressortaient en fait de son travail pour voir quelles étaient les compétences, selon nous, qui étaient importantes de mesurer, d'évaluer lorsque l'on a mis en place cet outil diagnostique. Donc, on n'a pas pu tout reprendre, évidemment. Il y en a certaines qui étaient peut-être moins pertinentes, mais globalement, tout se retrouve dans l'ensemble. Là, de mémoire, les 7 composantes de Pryor vont se retrouver dans notre test. Donc, par exemple, les interactions sociales. D'ailleurs, c'est une espèce de litote, c'est une interaction, c'est social. Les interactions sociales vont être parmi les éléments qui sont mesurés dans notre outil. Donc, on va avoir plusieurs items pour dire Mario, est-ce que je me sens confiant et compétent pour interagir avec mes collègues par le biais de Teams, par le biais de Zoom, par le biais de etc., etc. Donc, on a essayé de reprendre les grandes dimensions. Et c'est là que, et j'ai oublié de changer le titre de ma diapositive, donc c'est là que l'on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Pendant que tu Oui. cherches, je ne sais pas si c'est le bon moment de t'interrompre, mais il y avait une question dans le clavardage. Ah oui, je ne l'ai pas Oui, vu, excusez-moi. on a répondu, Mélanie et moi, mais Madame Brabant, est-ce que ça répond un peu à votre question? La question était, est-ce que le développement des compétences, de ces compétences chez les étudiants est la responsabilité partagée de tous les profs dans tous les cours, ou est-ce que certains cours au début de bac ont un espace dédié? Alors, Vous m'entendez? Bonjour oui, on vous Christine. entend, oui. Bonjour. Ben, j'étais justement en train de répondre et de remercier dans le clavardage. D'abord, remercier pour vos réponses. Et ensuite, vu qu'on parle du bac en éducation, puis que c'est là que j'enseigne, je me demandais justement, moi qui donne le ETA 11-11, qui est un petit peu en partie un cours de métho d'entrée de bac, est-ce que je devrais créer un espace pour ces compétences-là, exceptionnellement, surtout cette année, pour servir, dans le fond, ça sera un service à rendre aux autres profs pour les autres cours, ou bien s'il y a quelqu'un d'autre qui, quand vous dites là, que ça se partage, je veux juste être certaine que quelqu'un s'en occupe. Tu sais, moi, je peux rester, moi, j'ai juste 5 cours à donner, je veux dire 5 rencontres, là. Donc, c'est pas beaucoup Christine, de temps. tu comprends à quel point je comprends qu'il y a un lien avec le TA 11-11, on a déjà parlé de ce cours-là, mais au-delà de ça, c'est une vraie belle discussion qu'on pourrait avoir sur les compétences transversales. Elles sont tellement transversales que personne ne s'en occupe, et au final, elles ne sont jamais développées. Que faire? Mon Dieu, je saurais que te dire. D'autant plus que, c'est vrai que je n'ai pas insisté là-dessus, mais pour les gens qui sont en éducation, cette compétence numérique, elle fait maintenant partie intégrante à 100% du futur référentiel des compétences enseignantes. Ce qui veut donc dire que spécifiquement en enseignement, les étudiants ne pourront pas y couper. Et là, je fais mon commentaire éditorial.
Ce n'est pas les quelques crédits en éducation numérique qui devraient suffire. Donc, en éducation, comme dans les autres cours, j'aurais tendance à dire, idéalement, il faudrait qu'il y ait un appui plus large au développement de ces compétences. Mais pour revenir plus spécifiquement à l'outil que je vais vous présenter dans les quelques minutes, moi, je te suggérerais effectivement de l'intégrer à ton studium et je suggérerais vraiment à ce qu'il soit intégré à tous les studiums pour cette session, enfin, ou plutôt pour la session d'été, la session d'automne, et je vous dirais même au-delà, dans un monde idéal, cette évaluation-là, elle serait faite pour tous les cours et tous les profs pourraient avoir ce résultat sans que l'étudiant ait nécessairement à le refaire 3 fois, 4 fois, 5 fois au cours de la session. Et là, on n'y est pas encore malheureusement. Et donc, c'est ça, l'intégrer à ton cours propre, ce serait vraiment l'idéal. Donc, je ne peux que vous y encourager. J'ai fait un long détour, une longue réponse. Intégrer le portrait pour bien savoir à qui on a affaire, mais après ça, quand on constate les limites, qui va les développer? Ça, c'est le grand défi. Et alors, nous, on fait un petit, comment dirais-je, on fait un pas en proposant des ressources. Vous, effectivement, en tant qu'enseignant, il y aura cette responsabilité, entre guillemets, de éventuellement constater que ça ne marche pas avec Teams. Comment je peux faire en sorte pour au moins vous accompagner un petit peu? Et puis, effectivement, il y a des dimensions institutionnelles un peu plus larges. Je pense notamment aux services d'aide aux étudiants, au César, aux bibliothécaires, qui, elles aussi, peuvent embrayer là-dedans pour développer plusieurs aspects. Donc, je pense notamment parmi les dimensions qui sont évaluées, on a la question du proxy du VPN pour accéder aux articles qui sont sur Sophia, etc. Bref, ça ferait partie des choses qui pourraient être largement étayées par les bibliothèques pour développer la compétence de vos étudiants. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Christine? Parfait. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur la page wiki en tant que telle. Vous pouvez tout simplement regarder à l'écran. Ce que je pourrais vous inviter à faire, cependant, c'est éventuellement de reproduire tranquillement la procédure avec moi que je vais vous exposer. Donc, dans ce wiki, on vous représente globalement c'est quoi la compétence numérique, c'est quoi les autres ressources. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi de magnifiques tests qui ont été réalisés par, excusez-moi, la faculté d'éducation permanente pour évaluer la compétence numérique des étudiants. Il y a aussi les SAE qui ont un super espace, on se croirait dans Star Wars, qui ont un très bel espace dans lequel il y a plein de ressources pour développer ce qu'ils appellent, entre guillemets, le métier d'étudiant. Évidemment, il y a des dimensions qui sont relatives à la compétence numérique, mais il y a aussi bien d'autres choses. Comment gérer mon anxiété, mon stress, mes relations sociales. Bref, il y a beaucoup de choses que l'on peut aussi retrouver là-dedans. Ce qui nous intéresse plus spécifiquement, je pense, dans ce petit wiki donc, que l'on met à votre disposition, c'est tout ce qui relève donc du point 2, notre test. Quels sont donc ses fondements, ses objectifs, je vous en ai parlé, mais aussi donc le test en tant que tel. Alors, dans un premier temps, donc, je vais vous présenter très succinctement comment fonctionne le test. Oups, excusez-moi. Vous voyez toujours correctement l'écran? On voit pourquoi évaluer votre compétence numérique avec les outils pédagogiques. Super. Alors, je ne vous le présente pas en détail parce qu'au total, on a mis 16 items possibles. Je vous parlais des fameuses 7 dimensions, interaction, etc. Je vous en ai juste proposé ici un bref extrait pour vous montrer globalement comment il fonctionne. On a évidemment une introduction. Il y a en plus de cela, entre-temps, une petite vidéo explicative pour l'étudiant qui serait un petit peu perdu. Et globalement, toutes les questions se présentent comme celle-ci. Est-ce que je me sens confiant et compétent pour lancer une discussion avec mes collègues et interagir avec eux ou avec elles grâce à… Et donc, on a ensuite une série de logiciels potentiels. L'étudiant, tout simplement, a juste à cliquer sur les logiciels qu'il pense maîtriser, par exemple Zoom et Teams. Il clique ici pour voir, pour consulter les ressources pour les logiciels qu'ils connaissent moins.
Et ensuite, donc, on a une rétroaction automatisée, de telle sorte qu'au besoin, par exemple, l'étudiant, s'il se croit incompétent pour utiliser le forum sur Studium Moodle, eh bien, il y a une ressource qui peut être ouverte en conséquence. Et donc, cela fonctionne pour les 16 items que l'on a identifiés. Et au terme de cela, donc l'étudiant, évidemment, peut accéder à un résumé complet de ses résultats, retrouver l'ensemble des ressources, il peut l'imprimer, l'exporter, en faire un feu de joie pour le 24 juin. Ce qu'il veut, c'est son plaisir personnel. Bref, globalement, voilà comment ça fonctionne. Je vais juste vous montrer, je vais aller jusque la fin. Tac. Voilà. Et puis, je peux revoir les solutions. À la fin, j'ai tout avec moi. Vous allez voir, ça va être votre meilleur ami pour les prochaines années. Je vous invite éventuellement à faire le petit test, puisque lorsque vous allez sur le wiki, vous avez cette petite animation qui vous renvoie directement vers le test complet. Donc, je pense que ça vaudrait aussi la peine qu'on s'y essaye tous avec un verre de rosé ce soir après la fin de la journée. Vous pourrez tester vous-même votre compétence, entre guillemets, avec les outils que l'on a identifiés. Je vous préviens tout de suite, j'ai prévu une 17e question qui est un peu salée. Les collègues qui l'ont testé ont pu remarquer à quel point j'ai été vicieux pour la 17e question. On parle de statistiques. Maintenant, ce qui va peut-être vous intéresser davantage, c'est comment on fait pour le mettre en place en pratique dans notre espace Studium. C'est là que ça va demander un petit peu d'attention. Mais rassurez-vous, toute la procédure est décrite en détail sur notre petit wiki. La première chose à faire, vous allez télécharger le fichier A5P. Alors, ça me permet de faire une petite digression. J'aime beaucoup faire des digressions. H5P, c'est une technologie qui est mésestimée, que l'on peut intégrer, en fait, qui est déjà intégrée à Studium et qui permet de faire des tests extrêmement cool. On a une collègue qui est en japonais notamment, et qui enseigne le japonais, et la culture japonaise, et qui utilise beaucoup H5P pour des activités qui exigent d'entendre des prononciations particulières, avoir des images, des visuels, des photos. Bref, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec ça plutôt qu'avec les tests un peu traditionnels de Studium qui sont, on va le dire, pas toujours très sexy. Donc, on va télécharger ce test H5P. On va le faire. Voilà. Qui est un peu gros, mais tout va bien se passer. Voilà. Et ensuite, il vous suffit de l'importer dans Studium. Je vais baisser cette fenêtre aussi. On va aller là-dedans. Et pour le bien de votre vision, je vais grossir mon écran en espérant que… Est-ce que vous voyez tous correctement? On voit le bac à sable de Studium. Parfait, excellent. Alors, on active le mode édition. Vous avez vu, il y a un nouveau bouton. L'activation du mode édition peut se faire maintenant avec ce bouton qui est tout en haut et qui reste constamment apparent pour vous en tant qu'enseignant. Donc, ça va vous faciliter la tâche. Vous choisissez l'endroit adéquat pour déposer votre test d'évaluation, d'autodiagnostic des compétences numériques avec les outils technopédagogiques. Ça, c'est le nom long que j'ai retenu pour l'instant. On va ajouter une activité ou une ressource avec le bouton que vous connaissez bien qui est ici. Et on va choisir l'activité H5P contenu interactif. Jusque-là, rien d'extravagant. On ajoute, en fait, je dis jusque-là, rien d'extravagant. Rassurez-vous, il n'y aura pas grand-chose d'extravagant. Vous pouvez mettre un descriptif. Je laisse votre créativité parler. Et on va ici déposer, non pas créer, mais déposer un fichier. Et vous avez tout simplement ici à glisser-déposer. Oups. Glisser-déposer le fameux fichier H5P que vous venez de télécharger. On le dépose ici. Ça va se téléverser.
et vous n'avez plus qu'à enregistrer et afficher. Dire, c'est pas très compliqué. Donc, comme ça charge un petit peu, on va prendre des questions. Hélène, comment ça va? Ça va bien? Oui? OK. Pendant que ça télécharge, moi, j'aurais quelque chose Oui. à dire en lien avec la question qui a été posée tantôt. Puis Florence, tu disais, dans le fond, tout le monde pourrait le mettre dans son studium. Et puis, tu vas y venir, là, comme on peut voir les résultats. Cela dit, on en a parlé depuis le début de la journée, à quel point c'est important aussi de faire des activités de façon concertée. Alors, peut-être concertez-vous entre les enseignants de la première session pour ne pas que les étudiants aient à refaire, supposons, 5 fois le test dans chacun de vos cours. Tu sais, ça peut valoir la peine qu'ils fassent une fois ou attendez-vous à ce qu'ils vous disent « on l'a déjà fait dans un cours ». Alors, c'était juste le petit commentaire. Évidemment, on ne saurait que trop plaider pour une approche programme beaucoup plus forte, intense et solide, mais bon, c'est toujours parfois la un vœu réalité, pieux. exactement, mais juste savoir que de la part des étudiants, tout à fait. Trop de recettes. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, ça s'est ouvert et je vois une main levée de Anne Charbonneau. Anne, la parole est à toi. Est-ce que ce serait possible de mettre ça dans Studium comme préalable quand ils rentrent dans Studium la première fois, qu'ils le fassent? Ce serait probablement une excellente idée, Anne. En fait, l'outil, on l'a développé au cours des toutes dernières semaines, ce qui fait que pour l'instant, je vous dirais qu'on vous présente un bêta-test. Peut-être qu'à notre école d'été, notre prochaine école d'été que l'on organisera en juin ou la suivante en août, on sera en mesure de vous présenter quelque chose qui est plus haut niveau, qui n'est pas au niveau du cours, et peut-être davantage à un niveau plus large. Mais on a encore des croûtes à manger pour en arriver là, mais ce serait probablement quelque chose de très intéressant à envisager, puis on note l'excellente suggestion. Je réalise que j'ai déjà plus que 15 minutes, donc je vais mettre un petit coup d'accélérateur, et rassurez-vous, donc tout va bien. À partir de là, normalement, vous pouvez l'utiliser sans autre forme de procès. Vous voyez, hop, on commence, on peut y répondre, tout fonctionne, la vie est belle. Sauf que, comme je suis quelqu'un de vicieux, j'ai prévu 17 questions, j'ai prévu beaucoup d'idées, beaucoup de logiciels, pardon, d'idées de logiciels, et vous n'aurez peut-être pas besoin des 17 questions et de la pléthore de logiciels que l'on vous propose par défaut. Donc, vous avez la possibilité d'adapter les questions, les logiciels en fonction de vos besoins. Là aussi, j'insiste là-dessus, le wiki, pardon, vous propose un procédurier. Je le reprends à l'écran. Ça vous propose un procédurier pour ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Donc, pas d'inquiétude, si vous ne suivez pas, c'est décrit avec des animations, etc. Donc, vous allez voir, vous allez vraiment avoir un pas à pas pour vous accompagner dans la démarche d'adaptation. Et je vais au moins vous la présenter de façon succincte ici. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, je me sens confiant et compétent pour lancer une discussion avec mes collègues de classe. On peut supposer assez logiquement que si vous utilisez Teams, vous n'utiliserez peut-être pas Zoom pour faire vos conférences de cours. Je propose, par exotisme, de lancer des discussions sur Facebook parce que ça fonctionne bien. Puis d'ailleurs, c'était dans mon projet de recherche. Sauf que vous n'avez peut-être pas envie de vous embarquer là-dedans. Bref, vous allez avoir la possibilité d'enlever des logiciels que je vous propose. Comment on va faire? Eh bien, tout simplement, dans l'administration de l'activité que vous avez en haut à droite, vous allez dans les paramètres. Et là, vous allez retrouver l'ensemble des questions que vous venez d'importer. Donc, par exemple, la première question, non, je vais tout de suite prendre la dernière. La dernière question sur l'utilisation de logiciels d'analyse statistique, peut-être qu'elle ne vous intéressera pas du tout. Auquel cas, tout simplement, vous cliquez sur « Supprimer l'élément » et la question va disparaître. Vous pouvez aussi décider d'ajouter ou d'enlever des items. Donc, par exemple, toujours avec cette question sur l'usage d'outils d'analyse statistique, peut-être que vous allez considérer que SPSS est utile, mais pas SAS, vous allez le supprimer. Peut-être que M+, ce n'est pas non plus intéressant. Et peut-être que vous allez pouvoir
peut-être que vous allez vouloir ajouter une proposition, et auquel cas, par exemple, je peux proposer PSPP, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est une super alternative libre à SPSS, et à la fin, j'ai juste à enregistrer en allant tout en bas. Vous allez aussi avoir la possibilité d'ajouter une question. Hop, j'ajoute une question à choix multiple. Donc, par exemple, je pourrais demander je me sens confiant et compétent. Clairement pas confiant et compétent pour taper au clavier, pour 3 petits points. Et je vais proposer des propositions de réponse. Taper au clavier, etc., etc. Et dans les aides et feedback, je peux ajouter des liens URL vers des ressources diverses. Bref, au final, vous aurez pu le constater, on a les 17 éléments qui correspondent, bon an, mal an, aux 7 dimensions qui émergent des travaux de Pryor, avec toute une série d'outils plus ou moins pertinents dépendamment de vos besoins. Donc, j'insiste bien là-dessus. Par exemple, vous avez ici Studio Moodle, Zoom, Teams, Courriel, Facebook. Si Facebook ne vous plaît pas, vous l'enlevez, puis vos étudiants ne seront pas questionnés sur cet item plus particulièrement. Bref, vous pouvez vraiment l'adapter vraiment en fonction de vos besoins. Donc ça, c'était vraiment pour la partie adaptative. Et dans l'absolu, si vous réalisez qu'il n'y a que 2 éléments qui vous semblent utiles, eh bien, vous aurez juste 2 questions, puis 2 logiciels, et ça n'ira pas plus loin que ça. Maintenant, vous allez me dire, une fois que vos étudiants ont répondu et ont pu consulter les ressources URL que vous avez mis à leur disposition, comment vous pouvez accéder au portrait du cours? Eh bien, c'est quand même relativement simple. Comment on va faire? Ça va se passer dans les 3 prochaines secondes. 1, 2, 3. On va dans le carnet de notes. Et vous allez voir donc que cela a créé une activité. Je suis désolé, les amis, je réalise que l'on voit vos noms dans la liste. Donc ça, c'est des faux étudiants. J'ai un bac à sable pour développer des petites affaires. Et donc là, j'ai 3 étudiants qui ont répondu à mon test d'évaluation des compétences, dont ma collègue Mélanie, ma collègue Julie et ma collègue Myriam. Et je peux voir que clairement, Mélanie, c'est elle qui se sent la plus compétente avec les outils. Bravo Mélanie, avec les outils que je propose. Donc moi déjà en tant qu'enseignant, je pourrais peut-être aller voir Mélanie puis dire clairement tu es la plus à l'aise. Est-ce que tu serais en mesure, Mélanie, s'il y a un de tes collègues qui crie à l'aide, est-ce que tu pourrais être éventuellement une étudiante référente pour m'épauler dans leur accompagnement? Évidemment, je peux aussi voir plus spécifiquement les étudiants qui auraient le plus de difficultés. Connaissant Julie, je sais qu'elle a une mauvaise note, pas parce qu'elle n'est pas compétente, mais parce qu'elle est très modeste. Donc, globalement, je vois que les 2 tiers des éléments que je soumets à leur vote, les 2 tiers sont jugés comme étant à leur portée par mes petits camarades de jeu. Comment je fais pour voir plus en détail? Alors, malheureusement, puis là, je vais me tirer une balle dans le pied, H5P ne me permet pas d'avoir un beau tableau de bord qui me dit il y a X% de réponses pour telle question, X% pour telle question. Malheureusement, il faut que j'aille voir étudiant par étudiant. Alors, comment je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais aller cliquer sur, toujours dans le carnet de notes, je clique sur « Évaluer votre compétence numérique », le nom de l'activité. 1, 2, 3, je clique là-dessus. Et là, je vois que je vais pouvoir accéder au rapport. Je ne sais pas qui a traduit ça du français, mais bref, je clique sur « Reporter » pour accéder au rapport et je vais pouvoir voir où est-ce que ma collègue Julie dit avoir le plus de difficultés. Et je vais effectivement avoir un rapport complet de ses réponses. Clairement, je vois que mon amie Julie dit qu'elle n'est pas en mesure de lancer une discussion avec ses collègues et interagir avec ses collègues. Bref, à défaut de pouvoir avoir un portrait de groupe pour l'ensemble des items proposés, donc je peux avoir un portrait de groupe avec une moyenne, je peux au moins voir dans quelle mesure tel ou tel logiciel semble être plus problématique auprès
de mes élèves. On va investiguer, ça fait partie de mes choses, comme je vous dis, on est encore dans un outil bêta. On va essayer d'investiguer dans les prochaines semaines pour voir comment on pourrait éventuellement générer un rapport qui est un petit peu plus précis sur les différents items. Je suis allé très très vite, je m'en excuse. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et il y a notre amie Julie qui a levé la main. Julie? Oui, je vais revenir sur ma note. Non, mais en fait, c'est parce que j'en profite pour répondre à une question de Christine qui a été posée. Quand Florent nous l'a envoyé, j'ai vraiment testé, donc, aller ouvrir tous les liens, faire par exprès pour aller vraiment l'explorer. La question était posée, ça prend combien de temps? Ça peut prendre combien de temps à répondre? Donc, évidemment, il est modulable, donc vous pourriez enlever des questions, ça pourrait dépendre. Mais ça va dépendre aussi de ce que les étudiants, puisqu'on peut aller se renseigner, ce que les étudiants vont mettre comme temps aussi pour aller l'explorer. Alors, je dirais comme un minimum, 15 minutes, là, quelqu'un qui répondrait très rapidement là, sans se poser de questions. Voilà. Oui, même pour aller plus loin, je l'ai fait tester à des amis aussi. Quelqu'un qui le passerait de façon très imprudente pourrait mettre moins de 5 minutes et ce serait tout à fait faisable. Mais il y a quand même de fortes chances dans ces cas-là qu'il ne le fasse pas de façon très rigoureuse, très attentive. C'est la raison pour laquelle c'est vrai que c'est assez difficile de répondre à cette question précisément. Ce serait intéressant. Voilà, il y aura probablement des travaux de validation à faire ultérieurement, mais il y a autre question. Anne Charbonneau à la main levée. Oui, Anne. Oui, si on fait des modifications là, au test, est-ce qu'on peut l'importer de cette façon-là dans plusieurs groupes? Moi, je pense à mon programme où j'ai 5 années, je voudrais le faire dans les 5 années. Est-ce qu'il faut que je refasse toutes ces étapes-là à chaque fois ou je peux prendre ce que j'ai fait et le dupliquer? C'est vraiment ça qui est magique avec H5P, c'est qu'il y a vraiment une interopérabilité. Aussi, il y a beaucoup de syllabes qui est vraiment très facile à mettre en œuvre. Elle n'est pas que théorique. Lorsque vous avez une activité H5P, en général, vous avez en bas intégré au module ces petits boutons qu'on ne voit peut-être pas très bien, ils sont un peu en grisé. Vous avez des précisions sur les droits d'utilisation. Moi, je partage ça librement. Et vous avez aussi et surtout le bouton réutiliser. Si je clique dessus, j'ai la possibilité d'en télécharger une nouvelle version. En d'autres termes, Anne, lorsque tu auras créé ton test, tu peux tout simplement en faire un backup ici. Tu auras aussi la possibilité de dupliquer l'activité comme ça se fait pour toutes les activités dans les activités sur Studium. Donc vraiment, ça va être très simple. Voilà. Donc, si en architecture, vous avez des logiciels spécifiques en architecture, enfin, peu importe, là, vous pouvez vraiment développer des branches spécifiques à votre discipline avec ce petit outil-là. Super. Voilà. J'ai vu une main. Oui, Brigitte. Je fais partie de ma caméra. Je ne sais même pas si je suis en face, je ne la vois pas, mais je voulais savoir. Quand j'ai répondu aux différentes questions, il n'y avait pas de case pour dire non, je ne connais pas. Par exemple, êtes-vous habile à faire ci, ça? L'étudiant qui dit je ne suis pas habile à rien, ce que j'ai vu, c'est que le petit rond reste gris, comme quoi je n'ai pas répondu à la question. Alors, qu'est-ce qui est attendu dans ces questions-là? Si je ne me sens pas à l'aise dans rien de tout ça, je n'ai rien à cliquer, mais ce n'est pas non répondu. Alors, en fait, le non répondu est interprété comme étant « je ne connais pas ». Je suis allé un peu rapidement là-dessus, mais ça, normalement, on l'explique dans la vidéo d'introduction. On ne clique que sur ce que l'on connaît, et peut-être qu'il faudrait préciser la chose de façon un peu plus évidente. Si vous ne connaissez pas, ne cliquez pas. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Est-ce qu'il y a une raison philosophique? Pardon? Est-ce qu'il y a une raison philosophique? Non, il n'y a pas de raison philosophique.
quoique ce serait très intéressant d'investiguer ça. Non, en fait, tout simplement, c'est par volonté de garder ça un peu parcimonieux. Ouais. Parce qu'à ce On fait moment-là, c'est beaucoup. comme on n'a pas on différencie pas celui qui fait une non-réponse que celui qui répond non. Non, parce que oui, effectivement, oui. Alors, je ne pourrais pas dire qu'il y a une raison philosophique là-dedans, mais fondamentalement, ce que l'on cherche à savoir là-dedans, c'est pas, il n'y a pas une gradation du niveau de connaissance que l'on voudrait évaluer. D'une certaine manière, ça m'intéresse assez peu de savoir si toi, Anne, tu connais Teams de nom, mais tu ne sais pas le manipuler. Finalement, ce que je veux au final, c'est que en tant qu'enseignant, je puisse te guider vers une ressource que tu connaisses Teams de nom ou non, tu puisses avoir un minimum d'habileté pour le manipuler. Donc, Mais, effectivement, si on... Oui. moi, comme enseignante ou comme directrice de programme, je veux Mhm. savoir si les étudiants ont répondu au questionnaire, s'ils ont répondu à l'ensemble des questions. Pour me faire une bonne idée, je ne l'ai pas. Je ne Moi, suis pas je certain. songe à le mettre dans mes cours, les cours de compétences et dire, bon, ben, vous Mhm. devez faire ce petit test-là. Je Mhm. ne vous demande pas de le réussir, mais je vous demande de le faire. Ah, ok, ok. Donc, c'est une autre question que ce que j'avais compris. OK. Comme tu peux, je vais repartager mon écran une petite seconde. Tu as bien fait comment dirais-je, d'insister sur cette question. Laurent, je vais juste Voilà. amener ton attention. Il est Oui. 46. Oh Juste mon Dieu, j'ai pas vu passer le pour temps. bien respecter, on peut répondre à Oui, cette question-là, mais juste s'assurer qu'on... ok. Parfait. Anne, très rapidement, comme tu peux le constater à l'écran dans le carnet de notes, je vois ici qu'il n'y a que 3 personnes de mes étudiants qui ont répondu au test. Tu vois? Donc, tant que l'étudiant n'a pas été jusqu'au bout du test, quitte à ne rien cocher, ok, mais le simple fait d'aller au bout, moi, ça m'enregistre. Anne Charbonneau, elle n'a rien coché, mais elle a quand même cliqué sur terminer à la fin. Donc, je sais qu'elle a participé à l'activité. Ok? OK, correct. Merci. Voilà. Je suis vraiment désolé d'avoir légèrement excédé le temps. J'espère que vous aurez été conquis, convaincus. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à le mobiliser, puis à nous faire part de vos rétroactions. Et je recède la parole à Julie. Bien, en fait, merci beaucoup pour votre présence, votre participation. Florent l'a déjà mentionné, la dernière activité de la journée est dans 15 minutes, c'est de la table ronde sur concevoir des activités de manière concertée. Et on rappelle que tout ce que Florent a présenté est dans le wiki, on l'a dit et redit, mais aussi si au cours là, des semaines et des jours qui viennent, n'hésitez pas à communiquer avec nous directement. C'est sûr qu'on vous met des outils, là, mais des fois, on aime pouvoir parler à une personne. Et puis, comme Florent disait, c'est une première itération. Il a été testé puis tout ça, mais c'est sûr que c'est des suggestions puis il y a des choses qui sont perfectibles. Mais on pense vraiment que comme on disait, c'est vraiment un outil pour vous aider à aider les étudiants. Alors, on espère que ça répond quand même aussi à votre besoin. Et puis, on vous remercie encore une fois pour votre participation active.